la joue d'elle pressée contre le comptoir usé de formica, le goût de cuivre remplissant sa bouche. Du sang de sa lèvre fendue tirait à côté des taches de café qui marquaient 30 ans de conversation de petite ville. Au-dessus d'elle, les mains douces de Marcus Brennan serraient toujours ses cheveux foncés. Garçon de banquier. Son papa possédait la moitié des devantures de la rue Main. Ce même ricanement qu'elle se souvenait des couloirs du lycée, juste 6 ans en arrière. Connais ta place serveuse. Le restaurant de Miller était devenu silencieux comme le service du dimanche matin. 20 clients regardant comme s'ils assistaient à quelque chose qu'ils ne devaient pas voir mais dont ils ne pouvaient se détourner. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Même la vieille radio Philco semblait faire taire son rapport agricole du soir. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, juste regarda la neige commençant à s'amonceler contre les fenêtres avant. De gros flocons qui signifiaient que les routes de montagne seraient dangereuses ce soir. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » raclement de gorge Marcus. Sa voix vint stable comme les cloches d'église. Quelque chose dans ces mots fit que la cafetière arrêta de percoler. Marcus lâcha ses cheveux, recula vers ses amis de la banque. « Qu'as-tu dit à moi? » Elle se redressa lentement, tamponnant sa lèvre avec une serviette en papier à travers les fenêtres du restaurant. Le parking disparut sous une poudre fraîche, mais au-delà des lampadaires, quelque chose bougea dans l'obscurité. Des formes qui n'appartenaient pas au monde apprivoisé de la rue Main. Un son dériva de la crête derrière la ville, long et plaintif, comme un sifflet de train, mais plus sauvage. Elle regarda le sang sur la serviette, puis le visage pâle de Marcus, dans le reflet de la fenêtre. Des yeux ambrés la regardaient en retour, des yeux qui avaient appris des choses que ces gens en leurs vêtements du dimanche ne pouvaient imaginer. Rien qui t'importe. Mais Marcus était devenu blanc comme la neige fraîche. Quelque chose à propos de son calme, son manque complet de peur, fit disparaître son sourire confiant. Il étudia son visage comme essayant de placer un hymne à moitié oublié. Le son vint de nouveau des montagnes, plus proche maintenant, répondu par d'autres, venant de directions différentes. L'hiver venait de Millfield. Avant que nous continuions, j'aimerais savoir de quelle ville vous regardez. Retournons à l'histoire. Marcus tira son portefeuille de son pantalon de toile pressée, éparpilla des billets de 20 $ à travers le comptoir taché de sang, comme s'il nourrissait des poulets. Pour le désordre et les dramatiques, elle se pencha pour ramasser des couverts éparpillés, ses mains stables malgré la douleur dans sa mâchoire. Les mêmes mains qui avaient tremblé 6 ans en arrière, quand Marcus Brennan l'avait coincé près des casières de la gym. Raquel de Bourse pense qu'elle peut s'asseoir avec nous. Le plateau de déjeuner avait frappé le sol de la cafétéria durement. Pain de viande et purée de pommes de terre éclaboussant à travers le linoléum, tandis que 200 étudiants regardaient. Le sandwich emballé de sa mère flottant dans du lait chocolaté. La seule extravagance que elle s'était permis chaque semaine. « S'il te plaît, ne fais pas », elle avait chuchoté, 14 ans et croyant toujours que l'équité comptait. Mais Marcus avait des amis alors. Des joueurs de football dont les papas possédaient la quincaillerie, l'approvisionnement en aliments pour animaux, le parc automobile, des garçons qui avaient appris la cruauté de père qui mesuraient la valeur par les lignes de propriété et les soldes bancaires. Les réponses de Tess plantées dans son casier. Sa parole contre la sienne. Qui croirait le principal Harrison? Le fils du président de la banque ou la file boursière dont la maman nettoyait leur bureau après les heures. Ce sont de sérieuses accusations. Mademoiselle Novak, Harrison avait dit, ne rencontrant pas ses yeux. Marcus regardait du couloir, veste Letterman impeccable, tandis que les parents d'elle signaient des papiers qui les entraient pendant des années. Les mains de papa avaient tremblé cette nuit-là, écrivant des chèques à des avocats qui parlaient en phrases prudentes à propos de malentendus malheureux et de positions communautaires. Maman pleura sur les factures d'épicerie quand la banque. La banque du papa de Marcus appela leur petit prêt commercial 2 mois plus tôt. Elle ramassa la dernière fourchette,
son poids familier dans des doigts qui avaient appris un travail plus dur depuis lors. La fille qui avait supplié pour la pitié dans le bureau de Harrison était enterrée dans le cimetière de montagne à côté de ses parents. Quelque chose, raclement de gorge d'autre que je peux vous apporter, messieurs? Garde-toi juste où tu appartiens, dit Marcus, mais sa voix portait un tremblement maintenant. Quelque chose à propos de son immobilité le dérangeait. Elle marcha vers la cuisine, sentant 20 pères Dieu suivre son chemin. Le vieux Pete Miller, derrière le grill, ne leva pas les yeux de gratter la graisse, mais sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait cracher. À travers la fenêtre de service, elle regarda Marcus se pencher vers ses amis banquiers, chuchotant quelque chose qui les fit jeter un coup d'œil dans sa direction. Son visage était devenu pensif, comme un homme essayant de placer une mélodie qu'il avait entendue dans son enfance. Dehors, la neige tombait plus lourdement maintenant, et ce son sauvage résonna de nouveau de l'obscurité au-delà de la rue même. La tête de Marcus s'inclina brusquement vers les fenêtres, la couleur drainant de ses joues, parce que cette fois le son venait de l'intérieur des limites de la ville. Le vent coupait à travers le manteau de Lendell, tandis qu'elle marchait la route de gravier d'1 mille de long de la ville. La neige craqua sous ses bottes de seconde main, chaque pas s'enfonçant plus profondément dans la poudre qui piégerait la plupart des gens au matin venu. Mais ses pieds connaissaient ce chemin par cœur. Chaque nid de poule, chaque virage, où le ruisseau traversait sous le pont en bois que son papa avait aidé à construire 20 ans en arrière. La cabane siégeait sombre entre des pins imposants. Pas de lignes électriques cicatrisant la vue. Pas de facture mensuelle de la compagnie d'électricité posant des questions sur l'emploi et les références. Juste des lampes à huile et le poêle à bois qui avaient gardé 3 générations de Novak au chaud à travers les hivers de montagne. Elle poussa la lourde porte, respirant l'odeur de bûches de pain et la courte pointe de sa mère qui pendait toujours sur le dossier de la chaise de lecture de papa. Une pièce, cheminée en pierre, construite par des mains qui comprenaient leur travail. Des étagères garnies de livres vétérinaires achetés d'occasion au collège en bas à Denver. Une photographie siégeait sur la cheminée maman et papa, avant les lignes d'inquiétude creusées profondément autour de leurs yeux, avant les avocats et les factures de médecins, et une fille qui avait apporté la honte au nom de la famille. La fille dans cette image avait cru que le monde récompensait la bonté avec la gentillesse. Elle retira son uniforme taché de sang, changea pour des sous-vêtements thermiques et un pantalon de laine qui pouvait la garder en vie à 20 et en dessous. Dessous le cadre de lit en fer, elle traîna un sac en toile chargé de fournitures médicales, de rouleaux de gouaille, de bouteilles brunes d'antiseptiques, de fils chirurgicales, de seringues en verre enveloppées de tissu. Le faisceau de la lampe de poche coupa des cercles blancs à travers l'obscurité tandis qu'elle rentrait dans la tempête. 20 minutes plus profondément dans le bois qui poussait si épais qu'il avalait le son. Les arbres se pressaient plus près ici, leurs branches s'entrelaquant au-dessus comme le toit de la propre cathédrale de Dieu. L'ancienne entrée de mine se cachait derrière des arbres tombés qu'elle avait arrangés 3 hivers auparavant. Aucun accident ne mènerait chasseurs ou randonneurs à cet endroit. Elle se faufila à travers l'écart, sentant l'écorce rugueuse gratter contre son sac. À l'intérieur, des lanternes à propane alimentaient un abri qui n'appartenait à aucun monde. Ces gens de la montagne reconnaîtraient des plateformes en bois lit surélevées de la pierre froide. Des couvertures de surplus militaires empilées nettes comme des livres d'hymnes. L'odeur de copeaux de pin mélangée avec quelque chose de plus sauvage, du musc et de la fourrure chaude, et l'odeur cuivrée de vieux sang. 3 pères Dieu attrapèrent son faisceau de lampe de poche. Raclement de gorge. La plus grande ombre se leva de à côté du mur du fond. Cicatrice peut-être 165 de loup, des bois gris oreille gauche déchirés à moitié du piège en acier qui l'avait presque tué 4 ans en arrière. Elle l'avait trouvé mourant à côté de Willow Creek. Os montrant blanc à travers un muscle déchiré par des dents métalliques conçues pour les ours.
6 mois de chirurgie avec du fil de pêche et des fournitures vétérinaires commandées par la poste. Il n'avait jamais fait confiance à une autre âme humaine. Seulement elle. Luna avança prudemment sur des pieds attentifs, son pelage argenté marqué par les lignes parallèles où le fil barbelé avait ouvert son épaule. 2 mois passés, encore à peine développés, attrapés essayant d'atteindre l'eau au ranch de Morrison, où le vieil homme posait des pièges pour tout ce qui menaçait son bétail. Fantôme. Le mâle blanc regardait d'ombres plus profondes, des yeux jaunes reflétant la lumière de la lanterne. Trouvé l'hiver dernier avec une balle de 22 logée près de sa colonne vertébrale. Laissé mourir lentement par des chasseurs de week-end qui tiraient sur le mouvement sans se soucier de ce qu'il touchait. Ce soir, il sentait quelque chose de différent. Cicatrice s'approchant en premier, tête massive s'abaissant pour examiner le sang séché sur sa lèvre. Son nez travaillait l'air près de son visage, lisant l'histoire écrite en odeur, violence, peur, le goût salé de larmes qu'elle avait refusé de verser. Elle s'agenouilla, le laissant inspecter les dégâts, sa tête cicatrisée pressée contre son épaule. Réconfort offert entre des créatures qui avaient appris la capacité du monde à la cruauté. Le même garçon qu'avant, dit-elle doucement. Marcus Brennan du lycée. La bonne oreille de cicatrice se tendit en avant. Les loups n'oubliaient rien. Chaque odeur, chaque visage qui avait montré de la pitié ou infligé de la douleur. Dans leur monde, les dettes venaient toujours à échéance. Elle ne dit pas de le traquer, n'avait pas besoin d'eux. Elle s'assit simplement avec eux tandis que le vent hurlait à travers l'entrée de la mine, les laissant sentir la blessure fraîche, l'ancienne humiliation qui courait plus profond que les lèvres fendues. Dehors. La tempête portait de nouvelles odeurs de la rue Main, eau de colonne chère et argent frais de la banque, et l'odeur particulière d'hommes qui ne s'étaient jamais demandé d'où viendrait leur prochain repas. Raclement de gorge. Cicatrice leva sa tête vers l'entrée, narine évasée. Luna et Fantôme devinrent immobiles, leur respiration synchronisée comme un seul battement de cœur. Tous trois écoutant quelque chose bougeant à travers la forêt dehors. Quelque chose d'assez grand pour casser des branches en passant. Marcus Brennan se réveilla au silence qui semblait faux. Sa bouche goûtait comme de la bière éventée de honte. Le mal de tête frappa quand il leva sa tête du canapé en cuir dans le bureau de banque de son papa. Tempe lancinante et un estomac qui barattait comme l'eau de ruisseau après le déjeuner printanier. Mais sous la misère physique, quelque chose d'autre le rongeait comme une écharde travaillant plus profond. Pas de son de la rue Main, pas de café du matin brassant au restaurant de Miller de l'autre côté, pas de vieux se rassemblant pour discuter du temps et des prix du blé avant que la banque n'ouvre. Juste le vent contre des fenêtres et sa propre respiration irrégulière. Marcus trébucha vers la fenêtre avant, regarda à travers des stores vénitiens vers la rue en dessous. La neige s'était accumulée jusqu'aux genoux pendant la nuit, enterrant les trottoirs et les parcs-mètres. Son nouveau pick-up Ford siégeait sous un monticule blanc qui aurait pu être une petite colline. C'est alors qu'il remarqua les traces. Des empreintes de pattes encerclaient le bâtiment de la banque en un anneau parfait, pressé profondément dans la poudre fraîche. Trop grande pour des chiens de maison, trop intentionnelle pour des errants cherchant des restes derrière le café. Le motif parlait d'intelligence, quelque chose arpentant le territoire, prenant des mesures. Marcus attrapa les jumelles de son papa du tiroir du bureau, se concentra sur la ligne d'arbres derrière la poste. Rien ne bougea sauf la neige tombant des branches de pin surchargées, mais le sentiment d'être observé rampa sur son cou comme des doigts froids. Son téléphone sonna une fois, puis devint mort. Les lignes devaient être coupées par la tempête. À midi, le cercle s'était resserré. Des formes sombres bougeaient entre les bâtiments du côté calme de la rue Main. La ligne électrique alimentant l'enseigne électronique de la banque pendait dans 2 morceaux. L'isolation déchiquetée par ce qui ressemblait à des marques de dents. Pas d'accident. Ce soir-là, Marcus se força à marcher les 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant de Miller. Chaque ombre pouvait cacher des yeux. Chaque embouchure d'allée pouvait cacher quelque chose en attente,
mais rien ne se passa. Il arriva au restaurant en sécurité. À l'intérieur, la foule habituelle penchée sur le café et la tarte, des fermiers et des propriétaires de magasins qui avaient connu sa famille depuis 3 générations. Mais ce soir, ils le regardaient différemment. Des coups d'œil de côté quand ils pensaient qu'ils ne regardaient pas. Des conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand ils passaient leur table. La serveuse servait d'autres clients avec une efficacité silencieuse. Portait toujours un petit pansement sur sa lèvre fendue, preuve de ce qu'il avait fait. Mais elle se déplaçait à travers ses tâches calmes, comme un dimanche matin, comme si sa présence ne signifiait rien de plus qu'une autre tasse de café à remplir. Quand elle passa devant son box, portant des assiettes de pain de viande et de pommes de terre, Marcus attrapa son poignet. « Je te connais de quelque part. » Elle baissa les yeux vers ses doigts, encerclant son bras. « Tu me fais mal. » Ces traces autour de la banque. Ceci une sorte de blague que vous, les gens, jouez. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens et la mémoire frappa comme la foudre fendant un pin. Lacey Millfield, la filboursière. Ellen Novak, celle qu'ils avaient détruite avec des mensonges et des preuves plantées. Celle dont les parents s'étaient travaillés à mort payant des factures légales que le papa de Marcus avait appelées taux. Mais elle tira juste son poignet libre, s'éloigna sans un mot, le laissa assis là avec la terrible compréhension de qui elle était vraiment et ce qu'elle aurait pu devenir dans les années depuis. La lampe de poche d'elle sculpta des tunnels blancs à travers l'obscurité absolue, tandis qu'elle descendait dans la vieille mine. Les lanternes à propane jetaient des ombres dansantes sur des murs de roche qui se souvenaient quand cette montagne avait nourri 3 générations de familles avant que le cuivre ne s'épuise. Cicatrice avança doucement sur des pieds silencieux. Quelque chose de petit serré entre ses mâchoires massives. Il le laissa tomber à ses bottes avec un son doux qui résonna sur la pierre. La bague de classe de Marcus du lycée de Millfield, en or avec une pierre bleue, encore chaude de son doigt. Elle la ramassa, la tourna dans ses mains calleuses. L'inscription lisait « Classe de 2018, Future Leader », il y a 4 ans, quand elle n'avait été personne digne de mémoire. « Juste un message », demanda-t-elle. Le grondement bas de cicatrice aurait pu signifier « oui ». Le souvenir refit surface sans invitation. Âge 17, 3 semaines après l'enterrement de ses parents. Debout au bord des chutes de cuivre avec le revolver de service de son papa lourd dans sa poche de manteau, l'argent de l'assurance avait couvert les frais d'enterrement, mais n'avait rien laissé pour un avenir qui semblait impossible à affronter seule. Alors, elle avait entendu des gémissements du ravin en dessous. Cicatrice avait eu peut-être 8 mois, pris dans un piège en acier qu'un chasseur fou avait posé pour les ours. Sa patte arrière gauche pendait par des bandes de muscles et d'espoir. Le sang avait tiré noir dans la neige autour de lui, raclement de gorge, et sa respiration venait par halètements qui embuaient à peine l'air hivernal. Elle aurait pu s'éloigner, aurait pu laisser la nature gérer les choses comme la nature le faisait toujours. Dents rouges et griffes, et le fort survivant, tandis que le faible mourait seul. Au lieu de cela, elle était descendue dans ce ravin et avait travaillé les ressorts du piège jusqu'à ce que les mâchoires d'acier s'ouvrent. Transporta 60 globes de loup mourant de retour à la cabane dans ses bras, son cœur battant faiblement contre sa poitrine. 4 mois de chirurgie avec des fournitures vétérinaires et de la prière. Le nourrissant de bouillon avec un compte-gouttes quand l'infection rendait manger impossible. Des antibiotiques achetés avec l'argent de l'épicerie, tandis qu'elle survivait de farine de maïs et de pêche en conserve. La nuit où sa fièvre tomba, elle s'était endormie, la main sur ses côtes, sentant la vie couler régulièrement sous le pelage gris. C'est alors qu'ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Luna s'approcha de plus profond dans la mine, favorisant la patte qui faisait encore mal où le fil barbelé avait coupé jusqu'à l'os. Elle s'agenouilla, passant les doigts à travers le pelage argenté, jusqu'à ce qu'elle trouve les cicatrices qui marquaient leur première rencontre. « Nous correspondons », elle chuchota.
Les yeux jaunes de Luna reflétaient une compréhension qui allait plus profond que les mots. Toutes deux avaient appris que le monde tenait des pièges conçus pour attraper ce qui marchait de travers, ce qui faisait trop confiance. Elle ouvrit son kit médical, vérifiant les fournitures à la lumière de la lanterne. Fantôme avait besoin que sa blessure à l'épaule soit nettoyée ou l'écorce d'arbre avait raclé à travers le vieux tissu cicatriciel. L'articulation de la hanche de cicatrice se raidissait avec le froid hivernal. La patte de Luna montrait des signes d'infection autour des coupures de fil. Elle travaillait dans un silence confortable, main stable avec la pratique. Chaque loup se soumit à ses soins sans résistance, lui faisant entièrement confiance malgré ce que les humains leur avaient fait. Leur patience parlait de liens plus profonds que la peur, plus forts que la cruauté qui les avait réunis. Dehors, le vent portait des odeurs de la ville, fumée de charbon de la fournaise de l'église, café brassant à la station de service ouverte toute la nuit, l'odeur particulière de gens qui dormaient en sécurité derrière des portes verrouillées, se croyant en sécurité des choses sauvages qui bougeaient dans l'obscurité. Mais ce soir, des odeurs différentes se mêlaient aux familières. Sueur qui puait la peur, le goût métallique de l'adrénaline, l'odeur aigre d'un homme qui avait finalement compris ce qu'il avait fait. Cicatrice leva sa tête massive, oreilles dressées en avant. Luna et Fantôme devinrent immobiles. Leur respiration synchronisée comme des loups, partageant le même battement de cœur. Au loin, à peine audible au-dessus du chant du vent, vint le son d'un moteur refusant de démarrer. Quelqu'un essayait de quitter Millfield dans la pire tempête de l'hiver. Marcus empila des meubles contre la porte d'entrée de la banque avec des mains en sueur. Chaises de bureau, classeurs, tout ce qui était assez lourd pour ralentir ce qui pourrait venir à travers ce verre. Le bâtiment se sentait fragile comme du carton autour de lui. Il avait trouvé la radio d'urgence dans le coffre-fort du bureau de son papa. Réussi à joindre quelqu'un sur la fréquence du comté. C'est Marcus Brennan à la Première Banque nationale à Millfield. J'ai besoin d'une assistance immédiate, du statique grésilla à travers le haut-parleur. Quelle est votre urgence, Monsieur Brennan? Animaux sauvages, ils m'ont entouré. Longue pause. Monsieur, êtes-vous blessé? Pas encore, mais ils n'agissent pas normalement. Ils sont organisés. Une autre pause. Monsieur, nous enverrons quelqu'un quand les routes seront dégagées. Probablement le matin. Matin. Il pourrait entrer par effraction ce soir. Monsieur Brennan, les animaux sauvages n'entrent pas par effraction dans les bâtiments. Restez à l'intérieur et ils passeront. La radio devint morte. Marcus jeta le combiné à travers la pièce. Regarda des morceaux de plastique se disperser sur le tapis que son papa avait importé de Chicago. Dehors, des formes bougeaient dans les lumières de la rue comme des fantômes ayant reçu forme, raclement de gorge, un à chaque coin du bâtiment positionné comme des sentinelles. À minuit, des grattements commencèrent, des griffes sur la brique, testant les points faibles. Marcus tira le fusil de chasse au cerf du cabinet d'armes de son papa. Crosse en noyer poli jusqu'à brillance miroir. Il l'avait tiré peut-être 3 fois dans sa vie. Des parties de chasse conçues pour impressionner des partenaires commerciaux de Denver. Ses mains tremblaient, chargeant les cartouches. Grattement, 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 patient, délibéré, comme des doigts tapant du code Morse sur un couvercle de cercueil. À travers la fenêtre, il attrapa des aperçus d'Ellen Novak debout sous le lampadaire près de la poste, juste regardant. Raclement de gorge. Son souffle faisait des nuages blancs dans l'air glacial, mais elle se tenait immobile comme une pierre sculptée. Marcus entr'ouvrit la fenêtre, cria à travers 40 verges de neige. « Rappelez-les. » Elle ne bougea pas, ne l'a pas reconnue. « Je sais qui tu es, Ellen Novak du lycée. » Cela attira son attention. Elle s'approcha plus près dans le cercle jaune projeté par la lumière de sécurité de la banque. « Mauvais nom, » elle rappela. « Cette fille est morte, c'est insensé. Tu ne peux pas utiliser des animaux pour menacer des gens. Personne ne te menace. » Sa voix porta clair comme des cloches d'église à travers la rue gelée. « Ils sont juste des loups. »
Un fracas de l'arrière du bâtiment fit Marcus se retourner. Quelque chose avait renversé la benne derrière le restaurant de Miller. Les lumières au plafond scintillèrent et s'éteignirent, ne laissant que la lueur pâle des lampes de batterie d'urgence. « S'il te plaît, » il cria à travers la fenêtre. « Que veux-tu? Te souviens-tu quand je t'ai supplié d'arrêter dans le bureau du Principal Harrison? » Le souvenir frappa aigu comme le vent d'hiver. Hélène, 14 ans, pleurant, plaidant son innocence tandis qu'il regardait du couloir avec une satisfaction brûlante dans sa poitrine. « Qu'as-tu dit à moi alors? » Elle continua. La bouche de Marcus devint sèche. « Je ne me souviens pas. Tu as dit que mendier était pour les faibles, que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. » Un autre fracas. La fenêtre avant trembla comme quelque chose de lourd frappa le verre. Des fissures en toile d'araignée s'étendirent sur la surface comme un éclair gelé. Marcus leva le fusil, le visa à travers les carreaux de fenêtre fissurés à sa silhouette. « Arrête ça. Je ne fais rien, » dit-elle calmement, juste debout d'ici à regarder. Et à ce moment-là, Marcus comprit les terribles mathématiques de ce qu'il avait mis en mouvement des années auparavant. Ce n'était pas à propos de contrôler des animaux sauvages. C'était à propos d'apprendre ce que l'impuissance ressentait quand personne ne venait te sauver. Le verre de la fenêtre céda avec un son comme le monde se brisant. Elle entendit le coup de fusil résonner sur les bâtiments en briques de la rue Main, comme le tonnerre roulant à travers une vallée étroite. Elle courut à travers la neige qui lui arrivait aux genoux, suivant le hurlement de douleur de cicatrices qui coupait le vent comme une lame de scie. Ses bottes glissèrent sur la glace sous les lampadaires, tandis qu'elle luttait à travers des congères qui auraient enterré la plupart des gens jusqu'à la taille. Luna gisait effondrée à côté des marches de la poste, des taches sombres se répandant à travers son pelage argenté près de son épaule. Le sang tirait noir contre la neige blanche, de la vapeur montant de la blessure dans l'air amer. « Doucement, fille. Laisse-moi voir. » Elle tomba à côté du jeune loup, main déjà bougeant pour évaluer les dégâts. La balle avait traversé le muscle, manqué l'os de la largeur d'un doigt. Mais la respiration de Luna venait rapide et peu profonde, son corps combattant le choc. Cicatrice les encercla avec son allure inégale. Poils dressés comme du fil d'acier. Fantôme émergea des ombres derrière la quincaillerie, des yeux jaunes reflétant la lumière de la rue, et une rage qui fit la colonne vertébrale d'elle ramper de glace. « Mes équipes médicaux sont à la cabane, » dit-elle à la cicatrice, trop loin à travers la fenêtre de banque brisée. La voix de Marcus Brennan craqua comme celle d'un adolescent. « Je t'ai averti. Restez en arrière ou je tirerai encore. » Luna gémit, essaya de se tenir debout sur des jambes tremblantes. Elle pressa son manteau contre la blessure qui saignait, sentit l'humidité chaude s'imprégner à travers la laine que sa maman avait tricotée 20 ans en arrière. « Tu as assez fait, » renifle Marcus, appelant elle vers le verre brisé. C'est juste un jeune loup qui n'a jamais entendu personne. Ce sont des monstres. Son cri résonna sur les devantures vides. Des animaux sauvages qui n'appartiennent pas ici. Baissa les yeux vers les yeux jaunes confiants de Luna. Ce loup avait été pris dans du fil barbelé essayant d'atteindre l'eau. Des barbes métalliques conçues pour couper tout ce qui poussait à travers elle. Elle avait passé 2 semaines à nettoyer des coupures infectées, la nourrissant de bouillon quand la douleur rendait manger impossible. Maintenant du sang encore à cause de la peur et le genre de cruauté qui venait facilement aux hommes, qui n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences. Derrière elle, le grognement de cicatrices s'accumula comme un moteur diesel démarrant à froid. La meute avait senti le sang maintenant, goûté la blessure infligée par des mains humaines. Chaque instinct criait d'éliminer la menace de façon permanente. À travers la porte d'entrée de la banque, Marcus apparut avec le fusil tremblant dans ses mains douces. Son visage était pâle comme des hosties de communion, la sueur battant malgré le froid. Ses vêtements chers étaient froissés d'avoir rampé derrière les meubles, et des taches sombres sur son pantalon suggéraient que sa vessie l'avait trahi quand la fenêtre se brisa. « Éloignez-vous de la banque de mon papa. »« Ce n'est pas à propos de la banque de ton papa, » dit-elle doucement,
D'un raclement de gorge, levant pas les yeux de son travail sur la blessure de Luna. C'est à propos de ce que tu as fait à une fille de 14 ans qui n'a jamais blessé personne. Plusieurs fenêtres s'illuminèrent le long de la rue Main. Madame Patterson à la pension, le vieux Doc Miller au-dessus de sa clinique, l'équipe de nuit à la caserne de pompiers, la moitié de la ville se rassemblant pour témoigner de tout ce qui se passait en dehors de leur sûr. Maison chaude. Marcus aperçut les visages regardant des fenêtres, son humiliation complète. Le fils du banquier se cachant derrière le verre brisé tandis qu'une serveuse s'agenouillait dans la neige ensanglantée, prenant soin d'un animal blessé. « Je me souviens de toi maintenant », il cria, sa voix craquant de nouveau. Hélène Novak, la racaille boursière qui ne pouvait pas gérer le monde réel. Mais son rire sonnait creux, désespéré. Le son d'un homme qui avait finalement compris que certaines dettes venaient à échéance avec intérêt. Le sang de Luna s'imprégna à travers le manteau d'elle, chaud contre ses mains derrière elle. Quelque chose de lourd s'écrasa contre la porte arrière de la banque. Toute la ville regardait maintenant, et Marcus Brennan était sur le point d'apprendre ce que la honte ressentait quand il n'y avait plus nulle part où se cacher. Le pick-up du Doc Miller gronda dans la rue Main à travers 3 pieds de neige, fer coupant des tunnels blancs à travers la tempête. Le moteur siffla et toussa, mais continua de bouger. Des chaînes sur les 4 pneus donnant de l'adhérence sur la glace qui aurait arrêté la plupart des véhicules. Elle leva les yeux de la blessure de Luna tandis que le camion s'arrêtait à côté des marches de la poste. Doc sortit lentement, son arthrite rendant chaque mouvement délibéré. Il accoucha la moitié des bébés à Millfield sur 40 ans de pratique, répara plus d'os cassés que l'hôpital du comté et ne demanda jamais une seule fois si les gens pouvaient payer avant qu'ils ne commencent à travailler. Entendu des coups de feu, dit-il, s'agenouillant à côté de elle dans la neige ensanglantée. Son sac médical apparut dans ses mains tannées comme par magie. Qu'avons-nous ici? Balle passée à travers son épaule. Manqué l'os, mais elle perd du sang. Les doigts du doc explorèrent la blessure de Luna avec la même douce précision qu'il avait utilisée sur 3 générations d'enfants de Millfield. Le loup gisait immobile sous son toucher, sentant quelque chose de familier dans des mains qui guérissaient au lieu de nuire. Proprement à travers. Nous pouvons travailler avec ceci. Doc tira de la gaze et de l'antiseptique de son sac. Tiens-la stable pendant que je la nettoie à travers la fenêtre de banque brisée. Marcus les regarda travailler. Son fusil pendait lâche dans des mains en sueur. Oublié. Chaque personne de la rue même pouvait le voir maintenant. Le fils du banquier qui avait tiré sur un animal blessé, tandis qu'une serveuse et un vieux docteur de campagne lui sauvaient la vie. La fenêtre de la pension de Madame Patterson brillait jaune au-dessus de la quincaillerie. Le chef des pompiers volontaires se tenait sur les marches de la caserne. Même le révérend Clark avait émergé du presbytère, ses cheveux blancs sauvages du sommeil. Tous le regardant, Marcus Brennan prendre à quoi le jugement ressemblait quand il venait des voisins au lieu des relevés bancaires. « Pourquoi aidez-vous Marcus » appela de la fenêtre, sa voix à peine audible au-dessus du vent. Doc Miller ne leva pas les yeux de son travail. Même raison que j'aide quiconque est blessé. C'est ce que nous faisons. Ce sont des animaux sauvages. Ainsi sont la plupart des gens quand ils ont assez peur, Doc répondit, attachant un pansement soigné autour de l'épaule de Luna. La différence, c'est que la plupart des animaux n'attaquent que quand ils sont acculés. Luna lutta pour se lever, testa du poids sur sa patte blessée. Le saignement avait cessé et elle pouvait marcher à travers. Elle favorisait le côté blessé. Elle pressa son museau contre la main d'elle, gratitude offerte dans le langage que les 2 espèces comprenaient. Marcus jeta le fusil, la crosse en noyer claquant à travers le sol en marbre de son papa. « Que veux-tu de moi? » Elle se leva, le manteau taché de sang du Doc Miller drapé autour de ses épaules. La moitié de la ville regardait de leurs fenêtres, tandis qu'elle leva les yeux vers l'homme qui avait détruit sa famille il y a 6 ans. La même chose que je voulais quand j'avais 14 ans. Pour que tu arrêtes de blesser des choses qui ne peuvent pas riposter. J'étais juste un enfant alors. Moi aussi.
Le vent portait de nouveaux sons, maintenant des moteurs de camions démarrant malgré la tempête. Des phares apparurent à l'extrémité lointaine de la rue Main, bougeant lentement à travers les congères. Le service des pompiers volontaires, adjoints du shérif du siège du comté, des gens qui avaient conduit des routes dangereuses pour répondre à des coups de feu dans leur communauté. Marcus pressa son visage contre la fenêtre brisée, regardant des véhicules de sauvetage entourer la banque. Mais ces hommes n'étaient pas ici pour le sauver des animaux sauvages. Ils étaient ici pour demander pourquoi il avait tiré sur des voisins qui ne lui avaient jamais fait de mal. 2 ans plus tard, le chèque arriva un mardi matin quand elle nettoyait la dernière portée de chiots de Luna. Pas d'adresse de retour, pas de lettre d'explication, juste un chèque bancaire de 15 000 $ et une note écrite d'une écriture soignée pour la clinique vétérinaire. Merci. Elle s'assit sur le porche de sa cabane, tournant le papier dans ses mains, tandis que de la vapeur montait de sa tasse de café. La clinique avait grandi au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce qui avait commencé comme un puits de mine converti incluait maintenant 3 pièces chauffées avec un équipement médical approprié. Le département de la Fonde de l'État lui envoyait des cas de 3 comtés, des animaux blessés qui avaient besoin de plus que des soins de terrain de base. Luna claudiqua les marches du porche, son pelage argenté plus épais maintenant, mais la vieille cicatrice de balle encore visible à travers la fourrure. Elle n'avait jamais couru tout à fait de la même manière, mais elle vécut, respira, éleva 2 portées saines dans la sécurité du sanctuaire de montagne. Cicatrice regardait de son endroit préféré à côté du tas de bois. Museau grisonnant, preuve d'un autre hiver survécu. Fantôme s'approcha doucement du coin de la cabane, suivi par 3 jeunes loups que elle avait secourus au cours des derniers mois. La meute avait grandi, mais elle resta une famille bâtie sur la confiance gagnée par d'innombrables petites gentillesses. Elle plia le chèque, le glissa dans sa poche de veste. Elle avait entendu des choses à propos de Marcus Brennan par la vigne de montagne. Comment il avait quitté Millfield le printemps après cette terrible nuit d'hiver, vendu sa part de la banque à son papa et disparu dans le monde au-delà de ses pics. Certains gens disaient qu'il était allé à l'école vétérinaire en bas dans l'État du Colorado. D'autres affirmaient l'avoir vu travailler dans un refuge pour animaux à Denver, nettoyant des cages et nourrissant des errants que personne d'autre ne voulait. Elle ne demanda jamais de détails. Certaines histoires finissaient mieux quand tu ne connaissais pas tous les chapitres. La cloche de la clinique sonna, une petite chose en laiton qu'elle avait montée à côté de la porte d'entrée. Elle leva les yeux pour voir le petit-fils de Tom Miller portant quelque chose enveloppé dans une couverture. Le garçon avait peut-être 10 ans, des larmes coulant sur ses joues. « Mademoiselle L », il appela, sa voix se brisant. « C'est Patches. » Une voiture l'a frappé sur la route du comté. Elle posa son café, ouvrit grand la porte de la clinique. « Fais-la entrer tout de suite, Danny, voyons ce que nous pouvons faire. » Le garçon déposa son chat blessé sur la table d'examen, recula tandis que elle commença son évaluation. Côte cassée, mais les poumons sonnaient clairs. Hémorragie interne, mais pas immédiatement mortelle. Patch vivrait si elle travaillait vite et prudemment. « Sera-t-elle bien? » Danny chuchota. Elle baissa les yeux vers des yeux ambrés qui lui faisaient entièrement confiance malgré la douleur. « Nous ferons de notre mieux. C'est tout ce que quiconque peut faire. » Dehors, les chiots de Luna dégringolèrent à travers l'herbe printanière, tandis que leur mère supervisait depuis l'ombre. L'air de la montagne sentait la sève de pin et les fleurs sauvages, de la fonte des neiges coulant dans des ruisseaux qui avaient porté la même eau pendant 1000 ans. Elle enfila des gants chirurgicaux, prépara l'anesthésique, commença le travail délicat de remettre les choses cassées ensemble. Au loin, un moteur de camion résonna sur les pics de granit, quelqu'un d'autre apportant quelque chose de blessé à l'endroit où la guérison était toujours possible. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce qui s'était passé à Millfield cet hiver-là, j'ai pensé que c'était juste une autre histoire sur des problèmes de petite ville, un jeune homme apprenant de dures leçons, une serveuse trouvant sa force, des loups enseignant aux gens les conséquences.
Mais plus j'écoutais les vieux qui s'en souvenaient, plus il devint clair que ce n'était pas vraiment à propos de vengeance du tout. C'était à propos de ce qui se passe quand nous choisissons la miséricorde sur le jugement, quand nous construisons des familles à partir des morceaux brisés que d'autres ont jetés. Elle aurait pu laisser la nature suivre son cours dur cette nuit-là sur la rue Main. Au lieu de cela, elle montra à Marcus à quoi la grâce ressemblait, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que la guérison requiert quelqu'un pour faire le premier pas vers le pardon. La communauté de montagne parle toujours des changements qui suivirent. Comment Marcus revint des années plus tard comme un homme différent? Comment ses dons silencieux maintinrent la clinique de Fondel en marche? Comment la ville apprit que parfois les plus forts parmi nous sont ceux qui protègent ce que d'autres considèrent sans valeur? Dans ces pics du Colorado où l'hiver enseigne des leçons sur la survie, elle découvrit quelque chose que le reste d'entre nous oublie souvent, que les familles les plus puissantes ne sont pas bâties sur le sang, mais sur le choix, sur des décisions quotidiennes de prendre soin de créatures qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. C'est l'histoire digne de souvenir. Ce récit tire son inspiration du folklore américain traditionnel à propos de la rédemption par le service aux autres et le pouvoir de guérison de la nature. Tous les personnages, événements et lieux existent dans le royaume de la fiction, créés à des fins de divertissement. L'histoire n'approuve, n'encourage, ni ne promeut la violence, l'exploitation animale ou les comportements nuisibles envers les humains ou la faune. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou des événements réels est purement fortuite. La représentation des loups et de leur comportement reflète la tradition de narration plutôt que la précision scientifique. Les lecteurs ne devraient jamais tenter d'interagir avec des animaux sauvages ou de recréer des situations dépeintes dans ce récit fictif.